Bon après-midi, mesdames, messieurs. On poursuit la compétition d'aujourd'hui en direct du centre communautaire Pierre-Lemare de Drummondville, la compétition de karaté de cette 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean Allard en compagnie de François Persicot. François, on est maintenant rendu au repêchage. Le repêchage pour la médaille de bronze. Chez les filles, moins de 37 kg, on va avoir un match pour la médaille de bronze. Héloïse Blanchette de Montréal en rouge contre Maude Dubuc de la Rive-Sud en bleu. Tel que décrit par l'annonceur maison de cette compétition, on a en rouge de Montréal, Héloïse Blanchette, et en bleu de la Rive-Sud, Maude Dubuc. Une plus petite compétitrice du tournoi. L'athlète de Rive-Sud est très mobile. Aussitôt que l'athlète de Montréal s'approche, il va tout de suite créer la distance, il ne restera pas là, pour ensuite être capable de lancer ses propres attaques. Donc elle se donne de l'espace pour travailler, ça c'est très bien. L'athlète de Montréal poursuit beaucoup. Là ici, la distance manquait peut-être un petit peu. Il y a eu 2 coups de poing qui ont été lancés par la tête de la Rive-Sud qui a eu une bonne chance de marquer. Il faut qu'elle fasse attention. Si elle veut attaquer, il faut qu'elle soit capable quand même de reculer dans le cas où son adversaire lancerait des attaques. Donc c'est déjà un point pour la tête de la Rive-Sud, 1-0. Une technique de main. Il faut faire attention. Les deux athlètes travaillent très fort. La tête de Montréal est toujours en poursuite. Il faut faire attention, c'est difficile de créer la surprise à ce moment-là. Il devrait peut-être s'arrêter, se recentrer un petit peu, pour tenter d'exploser. Pour surprendre son adversaire. Ça augmenterait beaucoup vraiment ses chances de marquer. « 10 secondes de combat. Et d'un dernier effort. Le match est passé très vite, très peu d'arrêt. C'est un arrêt pour donner un point, il n'y a pas eu de pénalité. C'est terminé 1-0. Donc, la médaille de bronze de la Maude Dubuc mérite la médaille de bronze. Pendant qu'Héloïse, elle va terminer 5e. Voici la reprise de la fin du combat. Donc, on voit ici l'athlète de la Rive-Sud qui crée toujours la distance, qui recule. À un moment donné, elle met les freins et elle contre-attaque. Toujours repêchage, catégorie moins 43 kilos. Prochaine catégorie. Oui. On poursuit avec les filles minimes chez les moins de 43 kilos. Toujours un repêchage. Il y a 2 athlètes, donc un match. Devrait se présenter sur le tatami. En rouge. Alors avant le prochain combat, on vous revient après la pause, mesdames et messieurs.
De retour au repêchage chez les filles, moins de 43 kilos. contre Noémie Audet. Sur le tatami en rouge, Asta Gay de Lac-Saint-Louis. Et en bleu de l'Estrie, Noémie Audet. Donc, on a encore une fois affaire à des athlètes mobiles, ça c'est bien. Ils se déplacent bien les deux. Oh, ici un coup de pied dans le dos. Le juge 4 était bien placé pour voir, malheureusement, il n'y a pas eu le support de ses confrères. Donc, l'arbitre ne pourra pas donner le point, il va plutôt donner un contact. Tu m'expliquer ce qu'on vient de voir, le coup de pied dans le dos, est-ce que c'est parce que l'athlète s'est pas bien protégé, elle a tourné le dos ou comment on... Non, c'était un coup de pied qui était tout à fait, à mon avis, légal, appliqué comme il faut, ce qui fait que le juge 4 a demandé le point. Mais il y a eu d'autres actions aussi, peut-être une technique de main qui aurait touché au visage. Il faudrait voir la reprise. Ouais. Mais je serais surpris que l'arbitre ait demandé un contact sur le coup de pied. Maintenant, ici, c'est un contact sur une technique de main au visage. C'est très courant à ce niveau-là d'accumuler des pénalités comme ça pour les techniques de main au visage. C'est facile de toucher. Ça se passe très vite. On lance un coup de poing, l'adversaire avance. C'est facile de toucher. Donc, les athlètes doivent être capables de scorer avec d'autres choses que juste des coups de poing au visage. Ça leur demande un peu plus de créativité dans l'enchaînement puis dans l'utilisation de leur technique d'attaque. En général, quand on regarde les règlements de compétition, les techniques de main au visage vont donner un point. Ou n'importe où sur le corps vont donner un point. Les techniques de coup de pied au corps vont donner 2 points. Puis les techniques de jambes au visage, un coup de pied au visage ou une technique où on marquerait son adversaire qui serait au sol va donner 3 points. Donc ici, c'est important de voir le travail des juges encore une fois. On a donné 1 point à l'athlète bleu et une pénalité à l'athlète rouge. Donc on voit que c'est possible d'aller chercher dans la même action un athlète qui marque pendant qu'un autre athlète reçoit une pénalité. Tentative d'Ura-Mawashi ici. Le Ura-Mawashi, c'est un coup de pied qui est un petit peu difficile à faire. Donc, les athlètes qui sont capables de faire ça ont souvent un niveau un petit peu plus haut, un avantage sur leurs adversaires. Ils peuvent attaquer à partir de plusieurs rounds. Donc, ça, c'est un avantage qu'ils vont toujours essayer d'exploiter. Si notre seule arme, c'est nos mains, ça nous limite un petit peu au karaté. Le karaté de compétition, c'est un sport de combat qui est très complet parce qu'on peut voir des enchaînements de mains, des enchaînements de pieds, mais aussi des fauchages, des projections. Le combat va continuer au sol. Donc, les athlètes doivent être capables de fonctionner dans plusieurs axes. Ça, on peut également faire des actions pour mettre l'adversaire en désavantage. Tout à fait, comme par exemple, on peut attaquer sa jambe avant pour le déséquilibrer puis scorer ensuite. Donc, c'est différentes stratégies qui sont utilisées par les compétiteurs pour marquer. À ce niveau-là, par contre, on voit rarement des fauchages ou des projections. Ce matin, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes dans mon ring, mais ce n'était pas la norme. Quand on arrive un petit peu plus vieux, chez les athlètes de 14-15 ans, là, à ce moment-là, les projections et les fauchages deviennent au menu du jour. Là. Après, presque à chaque match, les athlètes ont la capacité de le faire. Puis, si la chance se présente à eux, ils vont souvent amener leur adversaire au sol pour pouvoir le marquer. Alors, Noémie Audet qui remporte la victoire de 3-1. Et en même temps, la médaille de bronze, on peut voir la reprise de la fin du combat. Donc, on passe maintenant au repêchage chez les filles, plus de 43 kilos. On a 6 compétitrices, donc il y aura 4 combats. Tout à fait. Et la confusion que j'ai créée en début de reportage, bien sûr, on ne connaît pas tous les athlètes qui sont ici présents, mais on croyait avoir une erreur sur les feuilles et c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, pour le repêchage, on aura dans la catégorie des plus de 43 kilos, Carmen Scotto des Césarées de Montréal contre Sivaraman du Lac-Saint-Louis dans le premier combat. La gagnante de ce combat sera opposée à Jasmine Mailly de la Naudière. Et
dans la deuxième partie du repêchage. Kyle Côté d'Amorici et Lina Hadj-Saïd de Bourassa en viendront aux prises. Et la gagnante sera opposée à Madi Fouère de La Naudière. Dans le repêchage, c'est important de comprendre que les athlètes se rencontrent selon la ronde où ils ont perdu. Donc, les athlètes qui ont perdu plus tôt vont se rencontrer au début du repêchage et ensuite vont rencontrer les athlètes qui ont perdu plus tard. Donc, c'est ça. Si on voit ici que Jasmine va rencontrer la gagnante du premier match, probablement parce que Jasmine a perdu juste avant la ronde finale. Donc, elle aura seulement un match à faire pour la médaille de bronze, alors que la gagnante du match précédent va devoir gagner un deuxième match pour avoir la médaille de bronze. Comme dans tout repêchage, il faut faire un peu plus de chemin pour se ça. rendre à la médaille. Oui. En même temps, les compétiteurs qui ont rencontré quelqu'un de très fort au début ne sont pas désavantagés. Ça leur donne une chance de revenir dans le tournoi et de tenter justement d'aller chercher un podium. Et peut-être également d'obtenir leur revanche contre l'athlète contre qui ils ont perdu en premier combat. C'est un système de repêchage qui ne permet pas la double élimination, donc on ne rencontre pas deux fois la même personne. Mais si on se rend jusqu'au bout et on s'est fait battre par le champion, on peut, non? Non, les deux finalistes, le gagnant va être médaille d'or, le deuxième va être médaille d'argent. Okay. Mais le repêchage ne va pas jusqu'à la médaille d'argent. C'est pour la médaille de bronze. C'est ça, le repêchage arrête à la médaille de bronze. C'est le début du combat entre Scotto Di Cesare de Montréal et Sivaraman de Lac-Saint-Louis. L'athlète du Lac-Saint-Louis a des bonnes jambes. Hein? Tout de suite, elle les a exprimées, là, puis c'est coup de pied après coup de pied. Capable d'introduire ses jambes dans des enchaînements, ce qui est très bien aussi. Et on voit que les athlètes portent également, selon leur coin, une ceinture bleue et rouge. Oui. Est-ce que c'est pour éviter d'être découragé dès le début d'un combat si on a une ceinture verte et on se bat contre une ceinture brune? Quel est l'objectif de... C'est vraiment des différenciés parce que dans un combat de karaté, c'est selon l'âge et le poids. Donc, la ceinture n'a pas vraiment d'importance. Okay. C'est comme à la boxe. Un boxeur qui se bat depuis 10 ans va rencontrer un boxeur qui se bat depuis 2 ans. On leur demanderait pas quelle ceinture il c'est. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça. C'est vraiment selon le gabarit puis le sexe. Évidemment, les filles contre les filles et les garçons contre les garçons. C'est ça. Ici, beaucoup de techniques ont été lancées. Sans toutefois être capable de marquer, ça mène régulièrement un contact. On doit enseigner aux athlètes leur capacité d'exploser et d'être précis pour éviter justement ce genre de situation-là. Comme tu l'as expliqué précédemment, la surprise, créer la surprise. Oui, l'athlète du Lac-Saint-Louis est déjà... Le score est toujours 0-0, mais elle a quand même 2 contacts contre elle. Donc, il faut vraiment falloir qu'elle fasse attention pour le reste du match. Il reste 1 minute à faire. Là, on va aussi le combat qui continue au sol brièvement, pendant 2 secondes environ. Si l'athlète de Montréal avait réussi à marquer, elle aurait obtenu 3 points contre son adversaire. Donc, c'est très payant de marquer contre quelqu'un qui est au plancher. Oh, ici l'athlète de Montréal est sorti. Elle a mis un pied à l'extérieur. Jogai. Un avertissement? Oui. Une petite particularité de ces matchs-là, si c'était arrivé avec moins de 10 secondes à faire, elle aurait reçu 3 avertissements d'un coup. Autrement dit, si elle sortait une autre fois avec le reste du temps au match, par exemple 8 secondes, elle aurait été disqualifiée. On veut que les karatékas se battent jusqu'à la fin. On ne veut pas quelqu'un qui fuit son match. C'est pas intéressant. Jamais. Non, on n'abandonne pas. Encore une fois, on va appeler des contacts. Ça va être le 3e contact pour l'athlète du Lac-Saint-Louis. On va devoir faire attention. Si la touche encore une fois, on va être disqualifié. L'arbitre, quand même, a vérifié l'état de l'athlète, a vraiment demandé si elle pouvait poursuivre. Ben, lui, il va aller voir s'il y a des marques, par exemple, sur le visage de l'athlète. Parce que l'arbitre n'est pas obligé d'y aller selon l'échelle de pénalité quand il y a un contact. Il peut sauter des barreaux pour disqualifier quelqu'un tout de suite. Fait que si, par exemple, il voit que le coup était sévère, s'il voit, par exemple, un saignement de nez ou une lèvre qui a été fendue, quelque chose comme ça, il peut tout de suite aller plus haut dans l'échelle de pénalité pour protéger les athlètes. Donc ça, c'est important. Et là, c'est le dernier contact. 4e en dessous coup. L'athlète, malheureusement, du Lac-Saint-Louis a été disqualifié. Carmen Scotto Di Cesare il remporte le combat. On va rencontrer ensuite Jasmine pour la médaille de bronze. Jasmine Meilly, c'est bien ça. C'est-à-dire que... Non, ça c'est les athlètes... Il y a 2 médailles de bronze. Il y a 2 médailles de bronze, oui.
Comme il va y avoir 2 5e places, 2 7e places. On va laisser quelques minutes là, à Carmen Scotto de Césarée. On va passer au deuxième combat. Kyle à côté de la Mauricie, en rouge. En bleu, Lina Al-Saïd de Bourassa. La manière dont les repêchages sont faits, on va laisser justement, on va alterner les adversaires pour permettre justement chacun des combattants de se reposer. Il semble y avoir un power du côté des officiels. Probablement que M. Gendron, ça c'est important parce que M. Gendron, ça va être en chef cet après-midi. Il est en train probablement de donner des directives s'il a vu des choses dans les matchs qui aimerait que les arbitres, les juges s'ajustent. Donc, il est en train de donner des directives à son personnel. Ça, c'est bien ce feedback-là qui est donné sur une base régulière. Comme ça, les gens, tout le monde est sur la même longueur d'onde tout le temps. Pour la bonne marche de la compétition, je pense que c'est une mise à jour qui est nécessaire, des fois qui est normale aussi. Tout à fait. Tout à fait. On voit beaucoup de combats. On peut avoir une habitude, se créer une habitude ou... Faire attention parce que justement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup d'officiels, mais c'est facile à un moment donné. On est fatigué, on voit moins bien, donc juste se faire recentrer un petit peu, là, c'est une très bonne chose. Donc la tête de Bourassa, elle semble attaquer beaucoup depuis le début du match. Il faut comprendre que l'attitude martiale est très importante dans un match de karaté. La raison, c'est que si par exemple le match se termine à égalité après les 2 minutes, les juges vont voter pour déterminer le gagnant. Puis ça va être basé souvent sur la supériorité tactique et technique des deux compétiteurs, aussi sur le niveau d'agressivité puis le nombre d'attaques qui ont été initiées. Donc c'est important de tenter de démontrer qu'on, même si on n'a pas réussi à marquer, on a quand même dominé son adversaire. Comme dans le cas-ci, par exemple, s'il y avait un vote, je suis vraiment certain que l'athlète de Bourassa gagnerait parce que l'athlète de la Mauricie est très passive. Donc, elle doit vraiment tenter de générer quelque chose ici. Là. Sinon, on va se faire jouer un tour à la fin. Donc, c'est 1-0 pour Bourassa. Beaucoup de points au visage ici. Elle tente avec sa position de garder... son avantage. Ouais. On voit qu'elle est à côté, là, qui crée une distance avec son bras vers l'adversaire. Oui, elle veut se garder de la place pour travailler, c'est bien. Donc, parce qu'un des 6 critères pour que les juges soient capables de donner un point, c'est le critère de distance. Donc, si par exemple, on frappe sur quelqu'un puis la distance est trop courte, le point ne sera pas bon. Donc, on doit toujours se garder assez d'espace pour allonger son bras, par exemple. Quand on donne un coup de pied au corps, un autre exemple, un coup de pied au corps qui serait donné, si ce n'est pas le pied qui frappe le corps, mais par exemple le tibia, ça ne sera pas bon non plus. La distance va être jugée trop courte. On veut que ce soit le pied qui marque. Donc, c'est toutes sortes d'exemples qui démontrent à quel point le concept de distance est important. Puis ça mène aussi au concept de déplacement. Quand quelqu'un nous attaque, on peut s'en aller, donc allonger la distance pour le faire rater, mais on peut aussi raccourcir la distance, se coller pour le faire rater. Donc, les stratégies des compétiteurs vont varier. On peut reculer, laisser rater revenir, ou on peut se coller. Une fois que l'adversaire a raté, le prendre puis le projeter. Donc, ils ont accès à plusieurs options lors d'un combat. Donc, un 3e point pour l'athlète de Bourassa. Avec 6 secondes à faire. Ça va être difficile de revenir. La seule chance de l'athlète de la Mauricie, c'est un coup de pied à la tête ou amener l'adversaire au sol et marquer, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est une victoire pour Bourassa qui va aller ensuite dans un dernier combat pour la médaille de bronze, elle aussi, de son côté. Donc, Lina Al-Saïd de Bourassa qui remporte ce combat. On peut voir la reprise de la fin du combat. Jasmine May de la Mondiale en rouge contre Carmen Scotto de César de Montréal en bleu. En préparation, Andy Fouet de la Mondiale en rouge contre Lina Al-Saïd de Bourassa. Donc, elle a dit le coup de pied au corps, la fin du match. C'est ça. Donc, malheureusement, elle n'a pas réussi à marquer. De retour avec le premier combat pour l'obtention de la médaille de bronze. Jasmine Meilly de la Naudière contre Carmen Scotto di Cesare de Montréal. Meilly en rouge, Scotto di Cesare en bleu. Donc, 2 drapeaux rouges. Très beau Gakuzuki au corps, très bien appuyé par l'athlète de la Naudière.
Très, très beau coup de poing. Très bien senti. Elle allonge très bien. Elle a une belle technique. Je suis sûr que ça va être payant pour elle. Elle devrait être capable d'enchaîner par contre. C'est toujours une seule technique à la fois. Ça serait sûrement bon pour elle de réussir à enchaîner d'autres techniques à l'intérieur de ça. Là, pour l'instant, ça semble marcher. Elle a un bon, ce qu'on appelle un timing punch. Elle frappe son adversaire aussi que son adversaire avance. Ça semble avoir touché. Oui. Elle n'a pas échappé à l'arbitre, le contact. Donc, ça va être une pénalité probablement. Et voilà. Encore une fois, Gakuzuki, lancé au corps par l'athlète de Lanaudière. Une des bonnes stratégies de l'athlète de Montréal, ce serait contre ce genre d'adversaire-là, serait de faire sortir le timing punch avec une feinte, puis de revenir ensuite une fois que la technique aurait été gaspillée. Ce serait une belle manière, une belle stratégie pour justement tenter de battre cet adversaire-là, parce que présentement, elle semble avoir aucune solution à son timing punch. Bon, mais encore une fois, attaque. Très beau coup de poing renversé. La tête de Lanaudière a seulement une arme dans son arsenal, mais elle l'utilise à la perfection. Le coup de poing renversé est très très bien utilisé. Aujourd'hui, c'est une des plus bels exemples d'un karaté qui serait gardé. Il y a eu un contact malheureusement sur cette attaque-là. Là. Mais la manière qu'elle l'utilise, là, c'est vraiment bien. Elle a un sens de la distance qui est vraiment... Aujourd'hui, c'est Elle est explosive, mais elle garde sa distance, comme tu dis. Oui, c'est très bon. Très patiente. C'était bien essayé le coup de pied à la tête par l'athlète de Montréal. Elle aurait dû faire sortir le coup de poing avant. Ça lui aurait donné un adversaire qui aurait été fixe pendant une fraction de seconde. Malheureusement, encore une fois, c'est l'athlète de Lanaudière qui a réussi à marquer avec son Gakuzuki. 6-0 avec 5 secondes, ça va être très difficile de remonter. Et voilà, fin du match. Un 7e point pour l'athlète de Lanaudière. Victoire de 7-0 de Jasmine Mailly de Lanaudière. Dernier combat de repêchage chez les filles minimes, plus de 43 kilos. En rouge, Madi Fouère de Lanaudière. Et en bleu, Lina Al-Saïd de Bourassa. Après ce combat, on passera au repêchage des 3 catégories chez les garçons. Un athlète droitier contre un athlète gaucher, c'est toujours intéressant. Moi, quand je me battais gaucher. Ça me donnait toujours un avantage sur mes adversaires au niveau des fauchages, des projections. Il y a moins de gauchers que de droitiers, comme c'est connu. Alors, on crée la surprise en partant. Oui. Puis c'est ça, la stratégie change selon qu'un côté soit ouvert ou l'autre. C'est important pour les coachs de faire travailler justement les athlètes, de leur faire prendre conscience de cette différence-là au niveau de la garde quand on va être capable de bien placer ses attaques. Les athlètes gauchers le font souvent naturellement parce que, bon, comme ils se prennent toujours contre des droitiers, ça devient naturel pour eux. La position est ouverte pour eux. Oui, parce que les athlètes droitiers, eux, c'est un petit peu moins naturel. Donc,
faut les éveiller à ça, c'est important. Donc on voit l'athlète de Lanaudière qui est l'athlète gaucher, celui qui a la jambe droite en avant, parce que sa main gauche est celle qui va servir à faire le Gakuzuki. Oh, très beau contrôle au visage de l'athlète de Bourassa, ce qu'on a les drapeaux. On demande un contact ici, on a un point, et ça va pour le contact. Deuxième contact pour l'athlète de Bourassa. Donc, encore une fois, c'est toujours intéressant de voir que l'athlète est capable d'attaquer à plusieurs niveaux, avec les mains, avec les pieds. Mais ça serait bien aussi de travailler les combinaisons, envoyer plusieurs techniques dans un court laps de temps pour essayer de déstabiliser la garde de l'adversaire. Mais il faut comprendre que le combat, c'est pas quelque chose de facile. Quand on tente de faire ce qu'on aime pendant que quelqu'un veut nous frapper dessus. Donc, ça rend la chose un petit peu plus difficile, mais c'est ça. Donc, c'est toujours un développement par étapes. On va travailler les déplacements, les combinaisons, les feintes. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont développés graduellement chez les compétiteurs. Certains concepts sont évidemment plus difficiles à comprendre que d'autres. Donc, c'est une très belle approche. Comme on a vu avec son pied chassé pour tenter de placer son pied. Il a tenté un coup de pied circulaire, un Mawashiri au corps, la tête de Bourassa, mais ça a malheureusement frappé le bras encore une fois. Elle a très rapide, son pied chassé est très rapide. Elle se rapproche très rapidement de son adversaire. C'est intéressant de voir si elle essaie la même technique, mais avec un coup de pied à la tête. On aurait peut-être plus de chances de marquer. Une seconde et c'est terminé. Fin du match. Victoire de Lina Al-Saïd de Bourassa. Également pour une médaille de bronze. On va à la reprise de la fin du combat. Donc, comme je parlais de coup de pied chassé tantôt avec le Mawashi, qui était très bien. Puis on a vu l'athlète ici. On remarque que l'athlète a tourné la tête pour regarder l'horloge. Donc, c'est intéressant de voir ce niveau de conscience-là chez les athlètes parce qu'elle voit que le match va se terminer bientôt et elle va être sûre de gagner. Donc, elle ménage sa stratégie jusqu'à la fin. Elle va lancer des attaques pour empêcher de se faire marquer dessus. Donc, on voit ici un athlète capable de manager plusieurs dimensions de son combat, et le pointage et le temps. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une belle qualité chez un athlète, cette capacité-là à se détacher pour justement voir ce qui se passe autour puis utiliser toutes les ressources à sa disposition pour essayer de gagner. Alors, on vous revient dans quelques instants. Vous êtes en direct du centre communautaire Pierre-Lemaire de Drummondville pour cette compétition de karaté. La 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015. De retour après la pause. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. De retour à la compétition, on débute maintenant le repêchage chez les garçons dans la catégorie de moins de 38 kilos. On aura 4 combats dans ce repêchage qui mèneront à 2 médailles de bronze. 6 athlètes. Alors, cette catégorie-là est une des très grosses catégories. Les garçons à 12-13 ans, au moins 48 kilos, étaient très nombreux. Donc, ceux parmi eux qui vont réussir à médailler vont vraiment avoir été les meilleurs dans un gros pool de karatéka. Donc, on voit qu'il y a seulement 5 athlètes qui se présentent. On aura un petit changement sur un des combats. On va vérifier ça avec l'annonceur à la maison.
le 6e athlète qui se présente sera prêt à la compétition. Oui, mais malheureusement, il ne semble pas avoir son équipement. Donc, d'après moi, il va être week-end aussi. Je pense pas qu'il va participer. Il s'est seulement mis sur les lignes pour faire le salut par respect pour respect protocolaire, mais je pense pas qu'il va compétitionner. On verra tantôt. Pour l'instant, ça n'arrive pas comme ça. On lui met sa ceinture et on le prépare. Ah, d'accord. Tant mieux. Les karatékas québécois sont très forts. Quand on regarde historiquement la performance des karatékas québécois au championnat canadien, non seulement 40 à 50% de l'équipe canadienne est composée des karatékas du Québec, en plus au niveau du score des provinces au championnat canadien, le Québec finit presque toujours premier. Donc on a une très belle qualité d'entraîneur ici, très belle qualité d'officiel aussi. Mis ensemble, ces deux-là, ils génèrent de beaux athlètes. Les Jeux du Canada qui se terminent aujourd'hui à Prince-Georges en Colombie-Britannique. Ah. La prochaine étape pour nous, les officiels, on va être quelques-uns à partir. On s'en va au championnat panaméricain à Toronto, championnat panaméricain junior. Est-ce que la catégorie est présente également aux Jeux panaméricains au mois de juillet prochain? Au mois de juillet, les Jeux panaméricains, les Jeux panaméricains à Toronto, c'est seulement pour les adultes. Ah. Il n'y a pas de juniors aux Jeux panaméricains. Nous, on va aller au mois de mars, fin mars, on va aller au championnat panaméricain junior. Le championnat panaméricain senior, lui, a lieu fin août, début septembre. Même s'il y a des Jeux panaméricains cette année, il y a quand même un championnat panaméricain. Oui. Ah. D'ailleurs, le championnat panaméricain sert de sélection pour les Jeux panaméricains. OK. C'est une qualification. Oui, c'est une qualification. Comme c'est au Canada, les athlètes canadiens sont déjà automatiquement qualifiés, donc ça leur enlève un poids sur les épaules. Les Jeux panaméricains, c'est une très belle compétition. J'encourage les gens qui vont avoir l'opportunité de le faire, d'aller voir la compétition en Ontario. Ça va vraiment être un très beau spectacle. C'est rarement en territoire canadien pour plusieurs raisons, politiques ou monétaires, mais toujours est-il que là, ça s'en vient cette année, donc j'encourage tout le monde à y aller. En premier combat de repêchage chez les moins de 38 kilos, José Gabriel Arias Núñez de la Naudière contre Guillaume Leblanc de Chaudière-Appalaches. C'est intéressant de voir ces jeunes-là. Déjà, ils ont acquis plusieurs outils qui vont leur servir plus tard, comme la notion de mobilité, la notion de distance. C'est sûr que techniquement, ils ont 12 ans, donc ils ont toujours l'opportunité de se développer, mais des concepts importants au combat ont été développés. Ça, c'est très bien. Ici, on voit qu'il y a 2 drapeaux qui ont été sortis pour l'athlète de Chaudière-Appalaches pour un hippon, donc un coup au visage. Déjà, avec 30 secondes dans le match de compléter, c'est déjà 3-0 pour lui. Donc, il faut faire attention quand on regarde l'athlète de la Naudière. Très belle garde, très belle posture, se déplace bien. L'athlète de Chaudière-Appalaches devrait faire un petit peu ses déplacements peut-être. Souvent, les pieds sont croisés, donc on le voit venir un petit peu. Il manque un petit peu peut-être de vitesse au niveau du déplacement. Mais il lâche pas lui non plus. Il est toujours dedans. Il mène 3-0 là, dans le combat. Oui, il mène 3-0 grâce à son petit pied qui a placé. Avec 30 secondes à faire au combat. Ça devient très difficile de remonter la pente quand on perd 3-0 comme ça. Les juges sont très difficiles sur les points. Ils vont toujours rechercher des points de qualité parce que c'est important de développer des athlètes que les points ne soient pas devenus trop faciles. Donc, il faut vraiment réussir à... Il faut les mériter. Il faut les mériter. M. Gendron, l'arbitre en chef, je suis sûr qu'il répète ça à ses officiels quand il leur parle de ne pas donner des points faciles. Il veut vraiment que les matchs soient les gagnants soient des gagnants de qualité. Fin du match. Avec lui, justement, l'athlète de la Naudière qui a réussi à obtenir un drapeau avec juste à la fin du match. Probablement que c'est pour ça que ça n'a pas été accordé. Victoire de Guillaume Leblanc de Chaudière-Appalaches. Il se retrouvera pour un combat de médaille de bronze un peu plus tard. Voilà la reprise de la fin du dernier combat. Beaucoup
de déplacement ici, on évite les attaques, ce qui est bien. Le dernier coup de pied à la fin du match. Sur le tétani, Hassan Khalid Zakaria de Bourassa contre Jesse Lévesque au flash de la capitale nationale. Si Hassan Khalid réussit à gagner son match, il va avoir une chance aussi d'aller pour le de bronze. Les deux équipes de Bourassa vont aller pour le bronze. Ah non, ça c'est un contact. Ça c'est le genre de contact qu'on ne veut pas voir ici. Beaucoup trop fort. Évidemment, l'athlète de capitaine national réagit fortement lui aussi. On peut donner le temps à l'athlète de reprendre ses sens ou on va arrêter le combat quand même? Encore une fois, très bonne question. Selon le livre de règlement, l'arbitre, s'il sent que c'est nécessaire, va appeler le médecin pour donner un traitement médical. À ce moment-là, on a le droit jusqu'à 3 minutes pour effectuer le traitement médical. Si ça prend plus de temps, on peut allonger le temps à la discrétion de l'arbitre, toujours selon un délai raisonnable. On est prêt à reprendre. Non, on n'est pas prêt à reprendre. Ici, ce que je disais tantôt, le Kansas qui vérifie au bon développement du match. Oh, c'est ça. Note que l'arbitre a donné une pénalité de catégorie 2 Chukuku pour avoir exagéré l'effet du contact. Ce genre de pénalité-là commence au Hansuku Chui, donc c'est déjà 3 pénalités d'un coup qu'on doit donner. Donc on va donner le Chukuku, le Kikuku et le Hansuku Chui tout de suite. Ce qui fait que c'est extrêmement désavantageant quand on veut, par exemple, attirer l'attention sur sa blessure. On comprend que l'athlète a été frappé, personne ne dit qu'il n'a pas été frappé. Mais l'athlète doit laisser les officiels faire leur travail et pénaliser celui qui l'a frappé. Il n'a pas essayé d'attirer l'attention sur sa blessure avec un comportement qui ne serait pas en ligne avec le frappé. On peut éviter justement que les athlètes fassent des démonstrations thématiques comme ça. On a des joueurs de hockey qui font ça, des fois, des joueurs professionnels. On ne peut pas faire ça au terrain. Dans plusieurs sports, au hockey, si je ne me trompe pas, justement, il y en a qui ont déjà été pénalisés Oui, à l'amende définitivement. récemment pour avoir eu un comportement comme celui-là. Donc, c'est l'image de notre sport. Bon exemple, c'est ça. Il faut protéger l'image de notre sport. Karaté, on ne fait pas ça. On va avoir eu un contact, en effet. Donc, on va pénaliser la tête de Bourassa. La deuxième pénalité. On a mis tantôt un athlète qui est perdu justement avec 4 contacts. On espère que ça ne reproduira pas ici. Donc, un petit écart de l'athlète Bourassa. 2 points. Razali, 2 points. Le petit écart, c'est la seule technique qui donne 2 points à la comparaison. Comme tu mentionnais tantôt, le rôle des arbitres peut être aussi ingrat parce qu'on veut laisser les athlètes démontrer leurs habiletés, mais sans mettre en péril leur sécurité. C'est très important de comprendre ça. Il y a des limites et des balises qu'il faut mettre. Le chiaï, c'est la zone de test. C'est aussi un petit peu moins quand j'arbitre. Le chiaï, c'est la maison. Et les athlètes sont des invités. Donc, ils doivent bien se comporter quand ils viennent chez moi. Donc, ça fait 10 secondes à faire dans le match. 3-0. Peut-être que Bourassa semble se diriger vers une victoire, à moins une surprise, pied au visage. C'est terminé. Donc, deux équipes de Bourassa vont aller se battre pour le repêchage pour les bronze. Hassan Khalid Zakaria poursuit sa route au repêchage. On monte la reprise. Les dernières secondes du combat.
c'était une pression constante de la part de l'équipe de Bourassa. C'est important que les compétiteurs fassent preuve d'une attitude martiale, mais en même temps respectueuse. À date, on n'a pas vu de gestes disgracieux, donc je pense pas en voir non plus. Les coachs on a des meetings de coachs, je connais presque tous les coachs personnellement, donc je sais à quel point ils travaillent sérieusement avec les jeunes. On poursuit avec le troisième combat de repêchage chez les garçons minimes, moins de 38 kilos. Reda Chisse de Bourassa sera opposé à Guillaume Leblond de Chaudière-Appalaches. Guillaume Leblond qui avait gagné son combat précédent contre José Gabriel Arias Núñez. Beau Mizuki de la part de Reda, de la tête de Bourassa. Tout de suite un point avec 8 secondes dans le match. Il n'y a pas eu de réaction presque de la tête de Chaudière-Appalaches. Il l'a regardé avancer. Il faut être très mobile, donc karaté, c'est important. Là, maintenant, il semble s'être mis à bouger, c'est une bonne chose. La mobilité, c'est très important. Il y a un contact ici. Donc on voit que même si plusieurs contacts sont appris dans les matchs, les athlètes ne sont pas réellement blessés. C'est appelé de manière préventive, justement pour éviter que les débordements se passent. On contrôle très bien le match, on contrôle très bien les athlètes de ce côté-là. Si on voit Reda, c'était le premier athlète depuis le début des combats de repêchage qui a tenté un fauchage. Il a attaqué les jambes de son adversaire, ce qui est tout à fait permis dans le règlement pour le déstabiliser. Il n'a pas réussi, mais c'était la première tentative qui a été faite. Un autre contact, malheureusement. On va toucher au visage avec les mains. Oh! Non, c'est ça. OK, donc c'est la deuxième pénalité. On voit ici qu'ils sont très mobiles. Les deux, c'est bien. Reda, il se lance des beaux enchaînements pour point de pied. Il s'en sort très bien. Coup de pied dans le dos aussi qui a marqué. On voit Zahari qui est dedans, qui va mener 3-0. Donc son enchaînement était payant, c'est bien. Le coup de pied était trop bas ici. L'arbitre va appeler de pénalité. On demande à ce que les coups de pied, quand ils touchent le corps avec une certaine force, soient déposés. La ligne guide, c'est souvent en haut de la ceinture, on va dire. Donc, les coups dans les cuisses, par exemple, dans les fesses, ne sont pas vraiment permis. Si on attaque les dos, les jambes de son adversaire, plutôt qu'attaquer les zones qui sont comptabilisables, parce qu'on va mener des pénalités. Au niveau des coups de pied, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tous les coups de pied sont autorisés en autant qu'ils sont contrôlés. Donc, toutes les fesses du pied, que ce soit le côté, le dessus ou le dessus du pied. Le talon aussi. Le talon aussi. On n'en a pas vu ici souvent ce matin. C'est des coups de pied qui sont très difficiles. Ça s'appelle des kakatogiri en japonais, mais souvent on peut faire un coup de pied avec le talon sur l'adversaire qui, par exemple, va être au sol. C'est plus facile que de le faire contre quelqu'un qui est debout. Il est connu que de grands athlètes réussissent à contrôler des coups de talon au visage. Je me souviens d'un athlète, pas en karaté, mais en kickboxing. Jean-Yves Thériault avait l'habitude d'éteindre les lumières de ses adversaires avec son coup de talon. Là. Mais certains karatékas vont réussir à placer le talon au visage et le contrôler en karaté. Ou encore d'autres vont le faire sur un adversaire au sol. Donc, tout est permis. Tous les coups de pied sont permis en autant qu'ils respectent la forme du karaté et qui sont délivrés de manière à ne pas causer de blessures chez leur adversaire. Très belle victoire ici de Bourassa, première médaille de bronze, une deuxième opportunité dans le prochain match. Reda Chisse. Bourassa qui se mérite première médaille de bronze chez les moins de 38 kilos. Reda va avoir une belle compétition. Si je me rappelle bien, hier, il a gagné sa médaille de bronze en kata. Donc, c'est une très belle performance de sa part pour sa région. Il revient avec des valises plus lourdes à la maison. C'est ça. Prochain combat. Dernier combat de la catégorie des moins de 38 kilos. Encore une fois pour une médaille de bronze. Noah Bergeron de la Rive-Sud. Et Hassan Khalid Zakaria de la capitale nationale.
Numéro des nôtres, on a encore 2 catégories de repêchage. Chez les garçons, moins 48 kg, plus de 48 kg. Et on passera par la suite aux 6 finales de la journée. Début du combat. Ah, les jeunes sont vraiment beaux à voir. Très, très dynamiques, les deux. Des beaux déplacements, des jambes fortes. On voit qu'ils sont bien entraînés. Un point pour la tête de Bourassa. Ils jouent très près de l'autre. Hein. Ils sont vraiment sur la ligne de rasoir. Là. Les deux, ils sont vraiment chacun est dans la zone de l'autre, dans la boule de l'autre. Ils prennent beaucoup de risques dans leur combat. Teste les limites de l'adversaire. Ils vont vraiment rechercher la notion de distance la plus proche possible du point qu'ils peuvent marquer, puis s'en tirer ou sans se faire marquer. C'est une attaque. On se demande si ça ne sera pas donné comme contact. On verra parce que la lutte va demander. Ah, c'est vrai. Donc 2 à 1. Ici, le premier coup de poing de la tête de Réussite avait été bloqué. Contré. Mais comme il y a eu seulement un drapeau, l'arbitre n'a pas le droit de donner le point. Il va pas avoir faire ça. Des gestes très vifs, hein, en même temps très contrôlés. C'est deux beaux petits athlètes. Deux beaux petits athlètes. C'est la tête de Bourassa qui absorbe les coups de poing de celui de la Rive-Sud en reculant. Souvent, les juges ne donneront pas un point si quelqu'un frappe sur un corps qui recule. On veut vraiment tenter de délivrer la technique au moment où ça va causer un maximum d'impact. Donc, soit un corps immobile ou quelqu'un qui avance. 4 ans maintenant. Oui, ça va vite. J'ai pas vraiment vu de coup, peut-être qu'il est juste mal tombé ou peut-être tordu la cheville. Par lui-même en tombant. Ça semble bien aller. Il y avait 2 drapeaux qui étaient sortis pour l'athlète de Bourassa. Oui, on va donner un point. Avec 10 secondes à faire, seulement une technique tout au visage ou frappe au sol va pouvoir aider l'athlète de la Rive-Sud. Il reste 5 secondes au match, tente d'aller au visage, mais l'athlète est très très bien coaché, très intelligent. Zakaria ne laisse pas imposer. Non, non. En même temps, on a vu la tête de la Rive-Sud, très bien coaché. Il a tenté 3 coups de pied dans les dernières secondes du match parce qu'il savait que ça prenait 3 points. C'était sa seule chance de remporter le match. Oui, mais il comprend la stratégie. C'est bien à cet âge-là de voir déjà ce développement-là. C'est très intéressant. Alors, Hassan Khalid Zakaria. Donc, il y a eu 2 médailles de bronze pour Bourassa dans cette catégorie-là. C'est une belle récolte pour cette région-là. On va faire le salut pour libérer les athlètes. Ça va être le salut des athlètes. Alors, on continue le repêchage. Catégorie
passe maintenant à la catégorie chez les garçons moins de 48 kilos. Oui, les poids Encore une moyens. fois, 4 combats dans ce repêchage. 6 athlètes seront présents. Débutera le premier combat avec Johan Normandin de Richelieu-Yamaska et Felipe Amado de l'Estrie. S'assure de faire la transition, de choisir les arbitres. Oui, ensuite, il faut inspecter, comme tantôt, les athlètes pour s'assurer que l'équipement est adéquat. On va pouvoir procéder. Quand les juges regardent l'équipement, ils vont regarder, par exemple, les ongles pas trop longs. Personne n'a des lunettes. Tout le monde a un mouthpiece, un protecteur buccal. La ceinture, les équipements sont de la bonne couleur. Les équipements ne sont pas trop usés non plus. Parce que s'ils sont endommagés ou usés, à ce moment-là, ils n'ont pas leur fonction. On va regarder aussi qu'il n'y a pas des bandages qui auraient été appliqués sur des zones du corps qui pourraient justement être trop épais ou qui pourraient causer une blessure chez l'adversaire. On s'assure que l'uniforme, les pantalons, les manches ne sont pas roulés pour pas que les doigts coincent dedans pendant le combat. Donc les officiels vont regarder diverses choses pour s'assurer que les compétiteurs sont capables de compétitionner. À cet âge-là, il y a un équipement qui est optionnel, c'est le plastron. Donc certains peuvent le porter ou non, c'est à leur choix, mais à partir de 14-15 ans de l'équipe du Québec, le plastron est obligatoire. Johan Normandin de Richelieu-Yamaska en rouge contre Philippe Armano de l'Estrie en bleu. En préparation, Alexandre Bourguin de l'Estrie en Le plastron a été introduit par la Fédération mondiale de karaté il y a quelques années de ça. Puis il a été introduit dans le but de ce que les coups au corps soient portés de manière un petit peu plus virile pour protéger les compétiteurs, mais en même temps avoir un karaté qui peut appliquer. Les compétiteurs à cet âge-là ont l'option de ne pas le porter parce que souvent, c'est un équipement qui peut être un petit peu dispendieux, mais qui aussi va peut-être les gêner un petit peu dans sa conception, vu que les plastrons sont souvent faits pour les catégories de la Fédération mondiale. Donc, certains sont un peu petits pour la grandeur du plastron, pas toujours confortable. Donc, c'est un peu laissé à leur discrétion à ce niveau-là, tandis que quand ils arrivent à 14-15 ans, à ce moment-là, l'équipement est obligatoire pour tout le monde. Il faut dire aussi qu'à 14-15 ans, les athlètes frappent beaucoup plus fort qu'à 12-13. Donc, c'est important de protéger surtout les côtes comme il faut avec cet équipement-là. Okay. Toujours 0-0. On a vu ici le coup de pied au visage de la tête de l'Estrie qui a été bloqué Un premier et contré. point. Oui. Contré par un Gakuzuki de celui de Richelieu-Yamaska. Encore une fois, bloc et contre. À cet âge-là, c'est une stratégie qui est souvent payante parce que les athlètes, sont jeunes, leur développement n'est pas complété. Quand on arrive chez les adultes, c'est très, très explosif. Les gens n'ont souvent pas le temps de bloquer. Les réactions du corps sont... Les attaques des athlètes sont souvent à l'intérieur de l'arc réflexe du corps humain. La rapidité du geste, l'explosion. Les athlètes n'ont même pas le temps de réagir. Donc, ça devient un jeu de distance, un jeu de positionnement. C'est presque comme un jeu d'échecs. Tandis qu'à ce niveau-là, le bloc et le contre peut être beaucoup pratiqué. Mais chez les adultes, c'est presque... ça demande un changement de stratégie complet. C'est presque mort. C'était pour dire comme l'araignée qui tisse sa toile avec Oui. sa victime. Oui. Donc, c'est un match très serré, 3-2. Elle est bloquée contrée, encore une fois. On n'a pas deux drapeaux, donc il n'y aura pas de points. 2,38 à 48 kilos. On parle de quand même 16 livres de plus chez les jeunes. Donc, une puissance encore un peu plus augmentée. Oui. Quand on regarde la puissance des athlètes, c'est sûr que les athlètes qui sont plus lourds ont un avantage. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup en fonction de la rapidité avec laquelle ils se déplacent
Donc, ça devient une combinaison des deux facteurs. Et le poids, la masse, et aussi la vitesse des déplacements. J'aimerais vraiment voir certains athlètes faire des fauchages ou des projections. J'ai dit que ça aurait été intéressant. J'espère avoir la chance d'en voir d'ici la fin de la journée, peut-être dans les 10 finales. secondes au combat. Encore une fois, avec une différence de 3 points. Très peu de marge de manœuvre pour l'athlète de l'Estrie. 2 points maintenant. Donc, c'est franchement tout au visage. À la tête. Oh, très, très rapide. Comme ça. Bravo. On avait un athlète qui comprend l'idée du match tout de suite, qui a explosé de la ligne, qui est allé placer un coup de pied au quart, 2 points. C'est maintenant l'égalité. Puis en fin de On match, sait comme ce qui ça, s'en vient dans les 5 dernières secondes. ben, peut-être qu'ils vont choisir d'aller au vote. Donc, c'est important dans les dernières secondes d'aller chercher la faveur des juges, de montrer qu'on était le plus agressif, celui qui attaquait le plus. Puis quand quelqu'un tire de l'arrière pendant un match comme ça, souvent, il est obligé d'être plus agressif que l'autre. Donc, 3-2 pour l'athlète de l'Estrie. Celui qui a attaqué jusqu'à la fin, pendant peut-être que l'athlète de Richelieu-Damasco, il tentait de protéger son avance. Si elle avait Revient de réussi- l'arrière pour gagner. Ouais. S'il avait réussi à protéger son avance, il aurait gagné, mais une stratégie défensive dans un combat de karaté, si ça va à égalité, malheureusement, ça servirait rapidement contre nous. Philippe Amado qui poursuit sa route dans cette compétition chez les moins de 48 kilos. Passe au prochain combat. En rouge de l'Estrie, Alexandre Grondin. Et en bleu de Laval, Alexandre Assio. Ouais. Donc, on l'a vu exploser de la ligne ici sur la reprise. Là, c'était une des plus belles décisions tactiques de la journée. Vraiment bravo pour le jeune. Il a réussi à sauver sa peau in extremis. Donc les deux athlètes ici veulent absolument marquer. On voit qu'ils ont quand même une idée en défense, mais il faut faire attention quand on voit des attaques ici qui sont lancées par l'athlète de Laval. Et dans ces attaques, les bras sont tous ouverts, donc ils s'ouvrent beaucoup à la contre-attaque. Il faut qu'ils fassent attention de ce côté-là. C'est important qu'ils apprennent à attaquer de manière protégée. Protéger son corps pendant qu'il attaque. Alors, on est toujours chez les garçons, chez les moins de 48 kilos au repêchage. Donc, ça, 2 points pour un coup de pied au corps. Ouais, les deux premiers points du combat. Si on s'échange les Kizami, Gyakuzuki maintenant. Oui, on a eu un point pour les Gyakuzuki. Les points renversés. Ça va être difficile pour le club de Laval. Tente de récupérer en replaçant son équipement. Oui, c'est dans certains cas où on va voir ça. C'est à la discrétion de l'officiel de donner une pénalité pour perte de temps. Les athlètes doivent se présenter dans une forme physique qui leur permet de faire les 2 minutes. Là. Donc, s'ils ne sont pas capables, malheureusement, il n'y aura pas de traitement de faveur. Donc, échange de coups de pied, mais malheureusement, sans que ça réussisse à marquer. 10 secondes. Dans les cas comme ça, on est fatigué, il faut vraiment ménager ses énergies, tenter d'être le plus efficace possible. On a marqué ici avec les mains du côté de l'athlète de l'Estrie. On a un petit peu de difficulté à créer la surprise. Ah oui, ça devient difficile.
L'explosion est moins forte Quatrième point. qu'un contact. 2 secondes. Donc la tête de Laval qui a mentalement abandonné ici. Victoire d'Alexandre Grondin de l'Estrie. Il sera opposé à Andy Fock de Montréal un peu plus tard. Mais comme je dis souvent, il n'y a rien de mal à perdre pour quelqu'un de meilleur que nous. On retourne, on s'entraîne, puis après ça, la prochaine fois, on essaie de faire mieux. On s'en va en pause, on va voir la fin du combat. Contre Philippe Amarteau de l'Estrie en bleu. En préparation, Andy Fock de Montréal en rouge. Contre Alexandre Grondin de l'Estrie en bleu. Donc, malheureusement, ces échanges-là n'ont pas réussi à amener des points pour la tête bleue. Donc, pour le premier combat, la médaille de bronze chez les moins de 48 kilos. Johan Dubar-Besnard de Lanaudière, ou Bénard de Lanaudière, contre Philippe Amado de l'Estrie. Donc les athlètes, comme d'habitude, se saluent toujours avant le match, saluent l'officiel. Ce respect-là est important dans les sports de combat. Si on n'a pas ce respect-là pour l'adversaire, puis on ne comprend pas qu'il faut se battre selon les règles, les accidents peuvent arriver très vite. Puis, c'est des situations qui sont toujours fâcheuses. Donc on encourage beaucoup ce comportement-là. Puis dans le cas où un athlète justement tenterait de blesser son adversaire, c'est une situation qui mènerait une pénalité spécifique qui s'appelle le shikaku, qui est retiré complètement du tournoi. Autant au karaté que dans tous les sports de combat, cette notion de respect est très, très importante. C'est la base. La base de ces sports, c'est le respect. Tout à fait. Puis il y a des gens qui inscrivent leurs enfants dans des écoles de karaté, souvent le font pour aller justement les aider à chercher ces valeurs-là à travers un sport de combat. Parce que c'est sûr que quand on perd, on peut devenir frustré. On peut avoir le goût de frapper sur l'autre, mais à ce moment-là, la notion de contrôle entre en jeu, la notion de respect. Respect pour l'adversaire, respect de soi-même aussi, respect pour l'entraîneur, la région qu'on représente. Également, le respect de dire ben, l'adversaire a été plus fort que moi cette Tout à fait, fois-ci. il faut l'accepter. Il ne faut pas nécessairement être content, mais il faut l'accepter parce que c'est ça. Ça n'empêche pas qu'on peut retourner s'entraîner puis un jour le rencontrer dans un autre format. Puis hop, Cette peut-être. défaite derrière la tête, mais avoir tout fait pour justement revenir à la victoire. Tantôt, j'ai prié pour une projection, puis il y en a presque eu une. Un des adversaires a placé sa jambe derrière celle de l'autre pour l'amener au sol, mais finalement, il n'a pas réussi à le faire. C'est dommage. Ces projections-là, ou les fauchages, sont un des éléments les plus spectaculaires au karaté. Un des plus grands athlètes en karaté de la planète, Raphaël Agaïev, plusieurs fois champion du monde, sa marque de commerce, c'est justement des projections. C'est quelqu'un qui est plus court que les autres, puis son centre de gravité étant plus bas, il projette tout le monde un derrière de l'autre, puis c'est un très bel athlète. Technique, quand la projection se fait, comment l'athlète, qu'est-ce qui se passe là, au niveau de Ben, les projections au karaté doivent être faites pas plus hautes que le point de pivot doit ne pas être plus haut que la hanche, donc pas de projection par-dessus l'épaule. Plusieurs projections qui seraient tout à fait légales au judo ne sont pas légales au karaté. Donc on ne demande pas plus haut que le point de pivot de la hanche. Puis à ce moment-là, ben, l'adversaire au sol, quand le torse est au plancher, puis on le frappe, ça donne 3 points. Toutes les projections doivent être faites de manière à permettre à l'adversaire de se recevoir de manière sécuritaire. Alors, Philippe Amada a gagné son combat à la médaille de bronze avec un pointage de 8-0, je crois. On est rendu maintenant au dernier combat de pêchage dans cette catégorie des moins de 48 kilos. Andy Fock de Montréal, en rouge. Et de Laval, correction, de l'Estrie, Alexandre Grondin. Donc, premier point pour l'athlète de Montréal. C'est un Gakuzuki au visage. Oh, tentative de Yoshiro Giri. Un coup de pied très compliqué, un coup de pied en tournant, un coup de pied arrière tourné. C'est la première fois qu'on voit Yoshiro Giri aujourd'hui.
Donc on a vu 2 drapeaux rouges, encore une fois, coup de poing. L'athlète de Montréal semble être très mobile, il a beaucoup d'initiative sur son adversaire, il attaque beaucoup plus. Il semble lui servir, il est aussi un petit peu plus grand. Donc il va utiliser sa portée à son avantage. On a vu ici un enchaînement de plusieurs techniques. Tentative de Ramawashi. Donc les mains, les jambes, tout est utilisé pour marquer. Tentative de fauchage. L'athlète de l'Estrie a levé la jambe pour le laisser passer. Très beau réflexe. Et c'est un point pour l'athlète bleu, l'athlète de l'Estrie. 2-1 maintenant. L'action simultanée. Quand on voit les deux adversaires se frapper en même temps comme ça, dans une action simultanée, c'est en japonais ce qu'on appelle un ayuchi, ça va être très rare que les juges vont donner des points parce qu'on veut vraiment essayer de favoriser celui qui va se démarquer. Donc, on veut choisir un gagnant. Dans des cas où les deux sont pas mal égales, souvent les juges ne bougeront pas, mais vont laisser l'action continuer comme c'était le cas ici. Enchaînement, main, jambe. Donc, très bel enchaînement. Puis on a 2 juges qui donnent hippon à l'athlète de Montréal. Donc 3 points, ça va 6-1. Ça va être difficile de remonter la barre. À la figure. Là, oui, c'est ça. La distance était bonne, ça n'a pas touché. Encore une fois. Maintenant, on demande un contact pour l'athlète de l'Estrie. On voit les juges. Quand un juge veut demander un contact pour le bleu, il va me placer le drapeau bleu en avant. Donc c'est comme ça qu'on comprend pour qui veut donner un contact. Cet athlète-là m'impressionne beaucoup. Il a réussi à désaxer l'attaque de l'athlète de l'Estrie. On a vu les coups de pied, il a bougé à sa droite pour sortir de l'axe puis revenir ensuite. C'est une très belle compréhension des principes de déplacement du karaté. Encore une fois, c'est très beau à voir à cet âge-là, ce genre d'éveil-là mental. Là. Très bien. En fin du combat. Belle démonstration de finesse. Victoire de 7-1 pour Andy Fock de Montréal qui se mérite la médaille de bronze chez les moins de 48 kilos. On passe maintenant à la dernière catégorie de repêchage chez les garçons minimes, plus de 48 kilos. Avant de se faire, on s'en va à la reprise du dernier combat. Coup de poing raté. Ici, on voit, hop, désaxé et revient. On a vu le mouvement. Là, Très belle action. C'est le premier aujourd'hui qui réussit à montrer comme ça sa compréhension des axes d'attaque. C'est très bien. C'est quelque chose qu'on enseigne, mais le voir appliqué dans le feu de l'action, c'est toujours impressionnant parce que les temps de réaction sont très courts, donc il faut que ça sorte tout de suite. Alors, on se prépare pour le repêchage chez les garçons minimes, plus de 48 kilos. On aura également 4 combats dans ce repêchage. Donc, ces garçons-là, c'est la catégorie la plus lourde de la compétition. Mais en même temps, malgré le fait qu'ils soient les plus lourds, je suis sûr qu'ils vont nous montrer quand même une très belle mobilité. Et quand on dit, si on va plus loin, là, si on dit plus de 48 kilos, quelle est la prochaine catégorie qui vient chez les garçons? C'est un changement d'âge. Donc, on rentre dans les 14-15 ans. Dans les 13-14 ans ensuite. 12-13. Dans les 14-15 ensuite. Ensuite, c'est les 16-17. Ensuite, c'est les 18-20. Ensuite, c'est les adultes. Donc, un 13 ans qui pèse plus de 48 kilos va être dans cette catégorie. Tout à fait. Il n'y a pas de limite supérieure au poids. OK. Alors, chaque catégorie d'âge également a sa catégorie de poids. Tout à fait. Chez les enfants, comme ça, il y a 3 catégories. Chez les adultes, il y en a 6. Donc, le spread est plus large un petit peu. Chez les adultes, de raison de sécurité. Les plus lourds faisant plus que 84 kilos. On vérifie l'équipement, on vérifie toujours les vérifications d'usage au karaté. Très belle foule également, ici même au centre communautaire Pierre Lemaire pour cette compétition de karaté.
Ils ont une très belle foule, puis c'est le fun de les voir aller parce que ce qu'on remarque, c'est qu'ils encouragent souvent les deux côtés. Donc, c'est une foule qui semble aimer le karaté. C'est pour l'amour du sport. Tout à fait. Bien sûr. Alors, on va aller à la pause et on vous revient dans quelques instants avec la dernière catégorie de repêchage chez les garçons minimes, plus de 48 kilos. Compétition, premier combat chez les plus de 48 kilos chez les garçons minimes. Thomas Laverdière de l'Abitibi-Témiscamingue contre Mathieu Bissonnette de la Rive-Sud. Très beau coup de pied au corps, très dynamique. Il se déplace beaucoup, il rentre, il sort. Comme j'expliquais tantôt, malgré le fait que ce soit la catégorie la plus lourde de la compétition, ces enfants-là sont très bien entraînés, sont très dynamiques. Beaucoup de mouvements. On a vu le coup de pied qui a frappé au corps, mais qui a frappé le bras plutôt que le corps. Dans ce moment-là, on ne comptabilisera pas le point. Pour être valide, une technique peut être délivrée sur une des 7 zones comptabilisables du corps. Donc, on va regarder la poitrine, l'abdomen, les côtes, le dos, le cou incluant la gorge, la tête et la face. Si on frappe ailleurs, à ce moment-là, c'est sujet à être pénalisé. On ne permet pas aux athlètes d'attaquer, par exemple, les jambes de leur adversaire pour le faire tomber, pour le fatiguer ou attaquer ses bras pour l'empêcher de bloquer. Donc, les attaques doivent être faites vers les zones comptabilisables. Et quand on fait un fauchage? Le fauchage, c'est pas considéré une attaque dans le sens où le fauchage n'est pas un impact. Le fauchage est fait dans le but de faire tomber la personne et non pas d'attaquer sa jambe. Donc, on va voir une grosse différence au niveau de la manière dont l'action va être dirigée. Des informations très pertinentes, encore une fois, François. C'est une pénalité, malheureusement. Donc, un point pour l'athlète de l'Abitibi. C'est 2-1. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. J'aimerais que ça bouge un peu plus proche peut-être, parce que des fois la distance est tellement longue que ça ne permet aucune action. Mais je comprends beaucoup l'athlète de la Rive-Sud de jouer comme ça, parce qu'il veut juste protéger son dernier point, puis chaque seconde qui passe, c'est ça. Chaque seconde. C'est pas en faveur de l'athlète de l'Abitibi, ça c'est sûr. Voilà l'athlète, Chloé ici, l'arbitre. Probablement pénaliser l'athlète de la Rive-Sud. Et voilà, on va avoir tenté d'empêcher l'adversaire de marquer en se sauvant. S'il fait la même chose dans les dernières secondes, il va être éliminé. Donc là, il voit ici qu'il a changé complètement son attitude. Au lieu de fuir, il est resté devant lui puis il s'est préparé à bloquer plutôt que de juste se sauver. Il savait qu'il était en danger de se faire disqualifier. Donc, victoire de Mathieu Bissonnette, 2-1. Très intelligent, ce jeune garçon. D'avoir compris ça, c'est très bien pour lui. Non, on n'a pas vu l'explosion, par exemple, là, du jeune Laverdière. Non, malheureusement, on ne l'a pas vu. Encore une fois, il était tellement loin. Avec 5 secondes à faire, on l'avait vu dans un autre combat précédemment. On aurait aimé voir ça. De la fin du combat. Ouais. Ça serait peut-être attendu que Laverdière C'est ça. attaque et aille chercher. Là. Il n'a pas vraiment explosé. Il a plus utilisé comme coup de pied chassé. Il a commencé l'action avec la jambe arrière. À ce moment-là, ça devient presque impossible d'exploser. On le voit venir de loin. C'est au prochain combat, Nicolas Caron de l'Abitibi-Témiscamingue contre Minh Tuan Han de Montréal. Ici, on est en contact. Tous les athlètes finalistes se présenter au Chiang numéro 2. Je répète, tous les finalistes. Malheureusement, dans ces catégories-là, les 12-13 ans, poids lourd, souvent, c'est là qu'on voit de temps en temps
des techniques un peu moins bien contrôlées parce que c'est des enfants qui ont grandi plus vite. Donc, ils doivent toujours s'adapter à un corps qui change constamment. Tandis qu'un enfant qui est resté petit, lui, développer des plus belles habiletés des fois. Donc, à ce niveau-là, il faut faire toujours attention. Il faut être conscient quand on arbitre ces catégories-là. Au niveau de la croissance, c'est ça, ils sont développés plus vite, donc ils ont eu moins de temps pour s'adapter à leur corps. Ah, un drapeau pour le rouge. Okay. Non, ici, il y a une... C'est ça. Donc, le Kansas qui intervient parce qu'il y avait un drapeau bleu, un drapeau rouge, donc l'arbitre n'a pas le droit de donner le point. C'est bien de voir une machine qui fonctionne comme ça. Les arbitres travaillent bien ensemble, c'est intéressant à voir. Personne n'est parfait. Les erreurs peuvent arriver, mais il y a toujours un processus en place qui fait qu'à la fin, bien, ça va toujours se régler. C'est ça. Le drapeau bleu. C'est encore une fois un coup de pied bloqué avec un contre en coup de poing renversé, un Gakuzuki. Un deuxième point pour l'athlète de Montréal. Il faut faire attention aux actions ici, c'est un petit peu plus brouillon. On a vu des coups de pied dans les jambes, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention de la part des athlètes. Il faut lever la jambe. Oui, il faut pas, c'est ça. Il faut lever la jambe. Ici, très belle action de l'athlète de l'Abitibi. Il a saisi le pied de son adversaire, il l'a lancé à l'extérieur, puis ça lui a permis de contre-attaque. Donc, il a vraiment mérité son point sur cette action-là. Il a bien travaillé. Comme j'expliquais plus tôt, quand des actions sont simultanées, les juges n'ont pas le goût de sortir des drapeaux. Ici, ça a encore été une fois bloqué et contré, un coup de pied bloqué, contré. On avait vu justement Nicolas Caron qui a encore bloqué un coup de pied avec son bras. À cet âge-là, c'est très, très populaire à ce niveau-là, les blocs contre-attaque. Ça s'estompe tranquillement quand on devient plus vieux parce que la vitesse d'action est tellement grande que ça ne fonctionne plus. Donc, il y a des coups de poing qui ont été envoyés au visage, mais malheureusement, c'était plus que 10 cm, donc les juges n'ont pas comptabilisé. Quelques secondes encore, 2 secondes, voilà, c'est la fin. Victoire de Minh Tuan Han de Montréal. Ça va reprise maintenant pour la fin du combat. Donc un jeu de distance. Malheureusement, ça n'a pas été utilisé. L'explosion, encore une fois, n'était pas présente, malheureusement. Donc, il n'a pas réussi à racheter les points qu'il avait besoin en fin de match. Ça revient pour le premier match de la médaille de bronze chez les plus de 48 kilos. Yaya Allen de Bourassa contre Mathieu Bissonnette de la Rive-Sud. Donc, très mobile, c'est beau à voir. Oh, beau coup de pied à la tête. Pas comptabilisé malheureusement. Manque peut-être la forme et la vigueur d'application. Oui, l'athlète en rouge lui semble porter un plastron. C'est à son choix. L'athlète en bleu aussi porte un plastron. Oh, beau coup de poing au corps de l'athlète de Bourassa. Premier point du match.
Encore une fois, on voit des coups de poing qui sont envoyés par l'athlète de Rive-Sud, mais comme l'athlète de Bourassa recule, à ce moment-là, les coups de poing ne sont pas comptabilisés. Et ici, on a un autre contact pour l'athlète de Bourassa. Un contact à la figure. Oui. Les contacts au corps peuvent être aussi donnés, mais ça prend vraiment des coups violents qui vont attaquer l'intégrité du corps, comme par exemple, qui vont causer dommage peut-être aux os ou qui vont rentrer plus profond que les abdominaux. Ça, c'est le troisième contact pour l'athlète de Bourassa. Un autre contact qui va être disqualifié. Ça prend un coach intelligent qui va lui dire justement d'éviter les attaques au visage avec les mains parce que la prochaine fois qu'il va toucher, il va être disqualifié. Si son coach ne fait pas ce travail-là, l'athlète, des fois, n'arrive pas à se conscientiser à ça, malgré le fait qu'il mène, c'est celui qui est le plus en danger dans les deux. Là. S'il devrait juste travailler à protéger un petit peu son avance, être un peu moins agressif, être conscient du fait que les mains ne devraient plus aller en haut des épaules. Là. Donc ça devrait être évité ce genre d'action-là, parce que s'il touche, c'est fini pour lui. Ça aussi, ça devrait être évité. Il devrait se contenter de garder la distance, établir comme ça avec un coup au corps, comme ça encore. Là, comme ça, il va toujours être sûr. Les deux drapeaux, il maintient son avance. Puis il joue de façon sécuritaire. Il démontre qu'il comprend les règlements. S'il ne fait pas ça, il se laisse emporter par son désir de gagner. Parce qu'il n'y a pas besoin de 8 points pour gagner. Déjà 8 à 0. C'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Là. Donc s'il est intelligent, ben, ça va aller. Encore une fois, au lieu de se déplacer, il cherche à engager. C'est quelque chose qu'il devrait absolument éviter lorsqu'il mène. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné l'opportunité à l'adversaire de revenir 3-3. C'est ça. Donc ça, il aurait dû complètement éviter ça. Là, il est parti d'une situation où il dominait, une situation où il y a non seulement 3 pénalités contre lui, mais en plus c'était égalité d'un point. Et la fin du combat appartient vraiment à M. Bissonnette. Ben, pour l'instant, ça va bien demeure pour lui. égal à 3-3. Il faut voir les décisions des juges, parce que la tête de Bourassa est quand même très agressif ici. Là. Ah, 2 points avec 0 secondes à faire, ça augure pas bien pour lui. C'est la fin, malheureusement. La tête de la Rive-Sud va aller chercher la médaille de bronze. En victoire de 5-3 de Mathieu Bissonnette. Au son de la cloche. On va voir la reprise de la fin du combat. Médaille de bronze pour Mathieu Bissonnette. Ici, il engage encore. Et pomme, coup de pied dans le dos avec tout le temps. Aucune raison d'engager. On aurait dû aller au vote. L'athlète avait autant de chances de l'autre de vraiment gagner. Donc, ça a été stratégiquement une mauvaise décision. Alors, dernier match de médaille de bronze, c'est la catégorie des plus de 48 kilos. Les garçons féminines, Derek Joyal de l'Estrie contre Mintoine Anne de Montréal.
Changement d'officiel. Oui. On est prêt à prendre action. Dernier match de repêchage avant les finales. Donc, deux athlètes qui semblent vraiment vouloir beaucoup. Les deux sont très portés sur l'attaque. Tentative de coup de pied au corps, coup de poing au corps ici. Un drapeau seulement. Peu de drapeaux pour l'athlète d'Elestrie. Donc 1-0. Bel enchaînement de coups de poing encore une fois de la tête d'Elestrie. Deux drapeaux rouges, ça semble être sa journée. On voit qu'il est non seulement très agressif, mais aussi très rapide. Il arrive à marquer, malgré le fait que la tête de Montréal frappe aussi, il frappe toujours le premier. Donc comme il rentre le premier, c'est lui qui va aller chercher les drapeaux. Ah, c'est un point pour l'équipe de Montréal. Technique qu'on a vu beaucoup aujourd'hui, bloc de coup de pied avec une contre sur un Gakuzuki, point renversé. La tête de Montréal qui a d'abord frappé la jambe de son adversaire, tenter de le déstabiliser avant de le frapper. Donc c'est bien de voir ça chez un athlète à ce niveau-là, de tenter de préparer la technique comme ça, c'est très intéressant. Beau Kizamizuki. L'athlète de l'Estrie a fermé la distance très rapidement. La main avant s'est lancée au visage. On voit, c'est ça. Au niveau des déplacements, l'athlète de Montréal, toujours les deux pieds au sol, c'est un petit peu difficile. On va chercher un déplacement où les jambes vont sautiller un petit peu. Très dynamique sur leurs jambes, capable d'avancer, reculer rapidement, se déplacer de côté. Saut de ses mains amène certainement l'impulsion pour les prochains déplacements. Tout à fait. Aux tentatives de projection. C'est ça. On développe cette capacité-là à sauter et à bouger rapidement avec des exercices de pliométrie de base dans les clubs. Là. C'est un exemple classique de pliométrie de base pour déplacer, pour justement travailler le déplacement. Il y a d'autres exercices à faire aussi, mais c'est sûr que c'est une qualité qu'on doit développer chez nos athlètes. Parce que sinon, on n'est pas capable de fermer la distance rapidement, on n'est pas capable de se sauver quand l'autre nous attaque. Ça a un désavantage. 10 secondes au match. Très beau Ramawashi, très beau Ramawashi. Placé en défensive, le pied sur le côté de la tête. 3 points vont aller chercher. Le match est malheureusement, on dirait, hors de ça. 3 secondes à faire. C'est maintenant terminé, 7 points. Médaille de bronze très bien méritée. Victoire de Derek Joyard de l'Estrie. Alors, on regarde la reprise. Un des coups de Derek. Ça a donné le ton au match. Donc, pied au corps. Derek qui recule, mais même s'il recule, il est toujours dangereux. Il recule, mais il est toujours prêt à repartir. Donc, on voit ici, comme j'expliquais tantôt, l'importance de la capacité à se déplacer.
Alors, c'est ce qui termine cette séance de repêchage chez les minimes garçons et filles de la compétition de karaté. En direct du centre communautaire Pierre-Lemaire de Drummondville, vous écoutez la compétition de karaté, la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville hiver 2015.